Sa voiture a été retrouvée avec les feux allumés, ses papiers, ses affaires. Et depuis, on n'a aucune trace. On a retrouvé Jonathan gisant dans une mare de sang. C'est mon associé qui a pris le téléphone intérieur pour me dire que Alexia avait eu un accident de voiture. Et quand je lui ai demandé si c'était grave, il m'a répondu tout simplement qu'elle était morte. Pour connaître la vérité sur la mort ou la disparition de leur enfant, ils ont eux-mêmes mené l'enquête. Hello, vous parlez un peu français? À che l'ha visto, et puis elle a disparu ici, à La Huerta. On a fait imprimer des affiches. Je suis allée partout pour avoir des éléments, pour avoir ne serait-ce que des réponses. Pour eux, pas question de baisser les bras. Je veux savoir ce qui est arrivé à Vincent. Je lui dois la vérité. Je veux découvrir le ou les coupables. Mais réussiront-ils à faire éclater la vérité? Ma motivation, c'est celle-là. Je suis obligée de faire des recherches, toujours des recherches, jusqu'à la fin de ma vie s'il faut. Mais c'est pour moi une raison de vivre, quoi. Bonjour à tous, merci de nous accueillir et merci à nos invités d'être présents sur ce plateau. Depuis qu'ils ont été confrontés à la disparition ou au meurtre de leur enfant, les parents que je reçois aujourd'hui n'ont pas baissé les bras une seconde. Ils se sont lancés corps et âme à la recherche d'indices pour élucider l'affaire. Mais où puissent-ils la force de remuer ainsi ciel et terre? Ils ont mené l'enquête eux-mêmes. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui. Et puis dans l'histoire continue, nous prendrons des nouvelles de Constance et de Xavier, ainsi que de Brigitte. Ils nous diront ce qu'il s'est passé pour eux lorsque les caméras se sont éteintes. Mais d'abord, ouvrons la première partie de notre émission que nous avons intitulée « Les premiers pas de l'enquête ». Claude, vous n'avez plus de nouvelles de votre fille depuis presque plus d'un an. Dans quelles circonstances a-t-elle disparu ? Alors en fait, nous étions en vacances en Grèce et on a retrouvé sa voiture en Italie dans des circonstances inquiétantes. Elle n'avait rien à faire en Italie, elle devait aller dormir chez sa grand-mère qui était sur la route en direction de Nice et on a retrouvé sa voiture à 20 km après la frontière, près de San Remo. Sa voiture a été retrouvée avec les feux allumés, ses papiers, ses affaires, mal garés, mais les feux de position allumés. On est certain que Laetitia n'a pas fait de fugue, n'a pas d'idée de suicide ni quoi. Et on est certain que c'est une disparition inquiétante, je dirais, même très inquiétante, puisqu'on la voit s'échapper dans une vidéo dans une résidence privée en bord de mer. Et depuis, on n'a aucune trace, aucun indice, ni par la police italienne, ni par la police française. Et on essaie de remonter le schéma de ces disparitions. Elle avait quel âge, votre fille, Laetitia, à l'époque ? 33 ans. Elle a 33 ans. Vous refusez de parler au passé ? Bien sûr. Pour nous, elle est vivante. À vos côtés, il y a votre fille, Christelle. Merci d'être avec nous. Qui a donné l'alerte suite à sa disparition ? Alors, ma belle-sœur a été... on a essayé de joindre notre fille quand nous étions en Grèce et pas de réponse sur les textos ni rien. Donc, ma belle-sœur a pris le relais. Elle n'a pas réussi à l'avoir sur son portable. Et donc, elle a informé directement la police de Grasse. Et à la police de Grasse, on lui a dit que sa voiture avait été retrouvée en Italie. Alors, vous avez pris le premier avion pour rentrer en France. Vous vous êtes rendu sur les lieux de la disparition de votre fille avec votre femme. Oui. Quelles informations aviez-vous à ce moment-là ? Pas grand-chose, mis à part qu'on a retrouvé sa voiture, c'est tout. Il y a une équipe de carabinieri maritime qui a engagé les recherches. Après, une équipe de cynophiles avec des chiens. Et il s'est avéré qu'au bout de 4-5 jours, ils ont tout arrêté. Il n'y avait aucune trace. Donc vous avez alors commencé à mener vos propres investigations. De quelle manière avez-vous débuté vos recherches ?
Alors tout de suite, on est arrivé sur les lieux le samedi. On a les recherches de la police ont fini le dimanche soir. Le lundi, nous sommes retournés sur les lieux avec ma famille, ma belle famille. Nous avons reposé les questions à tous les gens autour, s'ils n'avaient rien vu, s'il n'y avait rien d'anormal, s'ils ne l'avaient pas vu. On a fouillé les bosquets, les bois, on est rentré même, je dois le dire, dans des résidences privées qui étaient fermées, des résidences secondaires. On a fouillé partout, on a inspecté les piscines des résidences. Un indice ? Un indice, quelque chose. Est-ce que la police avançait de son côté ? Pas beaucoup, ils n'ont aucune piste. Alors pour vous, évidemment, il était inconcevable de vous arrêter là. Comment êtes-vous passé à la vitesse supérieure ? Alors le lundi suivant la disparition, on est allé en famille, plusieurs groupes. On a commencé à reposer des questions à droite, à gauche. On a fait imprimer des affiches qu'on a diffusées sur les stations d'autoroute, sur la banlieue de San Remo, tous les alentours. Et on a fait imprimer des tracts aussi que nous avons mis sur les voitures. Et dans un deuxième temps, on nous a conseillé et on a décidé de prendre un détective. On a engagé un détective de Monaco qui, malheureusement, ça n'a pas abouti non plus. Il n'a aucune piste, il n'a rien trouvé. Alors, depuis la disparition de Laetitia, le 25 septembre 2012, vous n'avez cessé de remuer ciel et terre pour retrouver sa trace. Vous consacrez aujourd'hui votre vie à découvrir la vérité pour que Laetitia revienne. C'est le titre du reportage que nous avons tourné à Fréjus, dans le Var. Comme chaque week-end depuis 9 mois, Claude, Carmen et leur fille cadette, Christelle, prennent la route, direction l'Italie. C'est ici, dans la commune de Bordighera, une petite ville en bord de mer, près de la frontière, que leur fille aînée a disparu. Elle avait 33 ans. C'est là qu'on a retrouvé sa voiture, le long de la route, à cheval sur la voie. La dernière trace, elle est sur cette caméra. Et là, on la voit enjamber le petit portillon qui est là-bas. C'est après qu'elle descend. Elle descend à la plage. Elle part à droite ou à gauche. Avec les moyens du bord, sans relâche, ils tentent de retrouver leur fille. Hello, vous parlez un peu français? À che l'ha visto, et puis elle a disparu ici à La Hueta. C'est Laetitia. Oui, vous avez connu. Toujours rien, toujours rien. 9 mois, 9 mois. Ogni bene, buona fortuna. Grazie mille, grazie Sono mille. una mamma. Grazie mille, grazie. Ogni Grazie. bene. C'est dur, c'est très très dur, mais bon, je prends sur moi, je prends sur moi, je prends sur moi. Pas le choix, je veux pas craquer surtout. Je garde Je garde toutes mes émotions pour moi. L'enquête de police semble au point mort. Alors, de retour à Fréjus, Claude tente de rassembler tous les éléments qu'il trouve sur sa fille. C'est aussi ce qui l'aide à tenir. Nous avons gardé toutes les coupures de presse régionales et on espère pouvoir remontrer tout ça à Laetitia. Ça fait 9 mois qu'elle a disparu. Et toujours aucune nouvelle, aucune nouvelle. Ma motivation, c'est celle-là. Je suis obligée de faire des recherches, toujours des recherches, comme je vous dis, jusqu'à la fin de ma vie s'il faut. Mais c'est pour moi une raison de vivre, quoi. Régulièrement, Claude et Carmen se rendent chez leur fille, à 2 pas de chez eux. Depuis sa disparition, rien n'a bougé. Ah là là, son petit appartement, quand j'y pense, je ne peux pas imaginer qu'elle ait vécu là pendant tout ce temps. Tout est rangé, hein, t'as vu, regarde. Ouais. Tu te rappelles de cette photo-là, regarde. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle là-dessus aussi. Et regarde sa sœur comme elle est belle. De toute façon, elle sait qu'on l'aime. On l'aime tellement fort qu'elle ne peut pas partir. On la retrouvera. On la retrouvera. Elle a une force, tu le sais. Elle va revenir, va. Tu verras. On va se retrouver les 4 ensemble, comme d'habitude. Comme on l'a toujours fait. Je t'aime.
Bien sûr, on comprend votre émotion, Claude. On le voit dans ce reportage, vous enquêtez sans relâche depuis des mois. Comment décririez-vous la vie que vous menez depuis sa disparition? Difficile parce que non seulement vous avez la douleur, mais vous avez une tonne de paperasse qu'il faut gérer. Vous êtes sollicité de tous les côtés. C'est très pénible à concilier le travail et tout ce qu'il y a autour. C'est dur à gérer. Heureusement que ma fille est là. Quel genre de paperasse? Vous avez des rendez-vous sans cesse avec la police, des questionnements de la police italienne, de la police française. Vous avez un tas de trucs qui ne sont pas élucidés et qu'on essaie de chercher nous-mêmes parce que la police, elle fait ce qu'elle peut, mais voilà, c'est à l'étranger, c'est pourtant l'Europe, mais on a l'impression que c'est au bout du monde. C'est incroyable, ça n'avance pas. Alors, on va saluer Marc Gégère. Bonjour Marc. Bonjour. Vous êtes avocat pénaliste au bureau de Carpentras. Une première réaction à la disparition de Laetitia? Mais c'est toujours extrêmement émouvant de voir la détresse d'une famille qui se trouve face à une incertitude qui est insupportable, de ne pas savoir ce qu'est devenu Laetitia, de se trouver confronté aux méandres de notre justice, d'un fonctionnement en plus encore plus compliqué par le fait qu'on se retrouve dans un pays étranger, parce que même si c'est de l'autre côté, c'est Vintimille, c'est pas très loin, mais c'est un autre monde judiciaire, ça fonctionne pas de la même manière, il y a la barrière de la langue, donc c'est vraiment quelque chose de... C'est exemplaire, cette histoire des disparitions que les gens peuvent être amenés à vivre, et finalement le désarroi dans lequel ils se trouvent, parce que, quelle que soit leur volonté de faire avancer l'enquête, et c'est ce que Claude fait avec sa famille, et ils n'auront de cesse de poursuivre ces investigations que lorsqu'ils l'auront trouvé, mais on se rend bien compte que, quels que soient les efforts qu'une famille peut mettre en place, eh bien, s'il n'y a pas une structure beaucoup plus importante comme des services de police, des services enquêteurs qui, eux, bénéficient de moyens évidemment beaucoup plus importants, eh bien, on est un peu une petite fourmi qui essaye de charrier ses difficultés pour arriver jusqu'à la vérité. Alors, la difficulté pour l'histoire de Claude, alors je ne la connais pas, hein, donc je ne sais pas si une information est ouverte en Italie, si une information a été ouverte en France, si les policiers français ont sollicité une commission rogatoire internationale, je suppose que c'est le cas. Oui. Il y a un certain nombre d'éléments qui permettent peut-être de commencer ces investigations. C'est vrai que la vidéosurveillance, elle doit être absolument authentifiée, parce que pour vous, ça ne fait aucun doute, mais il est indispensable qu'on sache véritablement que c'était Laetitia, parce que ça donne un point de départ. Bien sûr. Un point de départ certain, et à partir de là, on peut essayer d'engager des investigations. Mais pour eux, c'est chaque jour, ils lèvent des montagnes, et en parallèle de ça, ils se rendent compte qu'il y a une inertie. Elle n'est pas volontaire, hein, cette inertie, mais elle est là. Pour eux, il n'y a qu'une histoire, c'est l'histoire de Laetitia. Pour les policiers qu'ils rencontrent, ils ont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'affaires à régler. Et malheureusement, Laetitia, bien, elle vient prendre son rang d'attente, si j'ose m'exprimer ainsi, dans le stock. Et ça, pour une famille, c'est quelque chose d'invivable. Sylvie, bonjour. Comme Claude, vous avez été confronté à la disparition de votre enfant. Quand avez-vous vu Vincent pour la dernière fois? 2 jours avant sa disparition, c'est le 1er mars, je ne sais plus. 2 jours plus tard, vous avez reçu un appel matinal. Qui était au bout du fil? C'est Lauriane, sa petite amie, son amie, ça fait 4 ans qu'ils étaient ensemble, qui m'a téléphoné pour me dire qu'elle était inquiète, que Vincent n'était pas rentré après un repas qu'il avait avec des collègues de travail, parce qu'il était étudiant et travaillait aussi pour financer un peu ses études. Et il était 5 heures du matin. Quand elle vous a appelé? Quand elle nous a appelé, oui. Et il n'était pas coutumier du fait? Ah non, pas du tout. À quel moment avez-vous vraiment commencé à vous inquiéter? On s'est inquiété, en fait, quand une joggeuse, au petit matin, a trouvé son blouson.
Et son téléphone à l'intérieur, son portable. En fait, son portable sonnait et elle a décroché. Et on a eu la joggeuse au bout du fil qui nous a dit qu'elle est trouvée au bord de la Garonne. On le voit ici en photo à Londres. Oui, oui, oui. Il parlait, il était, pour ainsi dire, bilingue. Il était amoureux de Londres et de l'Angleterre. Alors vous êtes allé directement signaler sa disparition au commissariat de police, un lieu qui ne vous était pas inconnu. Pour quelle raison? C'est parce que j'ai été inspecteur de police pendant près de 14-15 ans. Alors en tant qu'ancienne policière, quel a été votre premier réflexe? Le premier réflexe, c'était déjà de me rendre au commissariat pour signaler sa disparition. Mais ça, c'était avant le blouson. Là, ça serait plutôt ma première réaction, l'histoire du blouson. Et donc, c'était important. Et puis, de commencer à chercher moi-même. De commencer à retracer ce qui avait bien pu se passer. Vous avez remonté son parcours, une enquête de voisinage, retrouver les personnes à qui il était. Ouais, vous avez réussi à obtenir des informations? Oui, oui, j'en ai obtenu parce que j'ai pu trouver des éléments, des endroits où il a été vu que je n'aurais pas eu par ailleurs, par la suite. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que vous avez obtenu comme information? Des endroits où il a été vu, où il perdait son briquet. J'ai obtenu aussi dans quel état il est sorti de ce restaurant, parce qu'il était important de savoir s'il avait bu ou pas. J'ai su exactement ce qu'il avait consommé, à savoir 2 punchs et 6 verres de vin rouge, pas plus. Et entre 8h30 et 1h30 du matin, heure à laquelle il est sorti, et où il a reçu où il a appelé Lauriane en disant « je rentre ». Vous avez eu vent d'une vidéo? Oui, j'ai eu accès à les vidéos des caméras de la ville. Où j'ai pu la voir avec Lauriane d'abord. Et donc j'ai pu constater, j'ai pu le reconnaître et puis voir un petit peu comment il se comportait. Et il m'avait l'air d'être drogué. C'est-à-dire il y a eu 2 temps. Il y a eu un moment où il était très très raide. Et puis après, dans la deuxième phase, il avait l'air perdu, il avait l'air titubé, il était écroulé. Et je l'ai même vu par terre. J'ai vu qu'il avait croisé beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Il n'était pas seul alors? Si, il était seul. Il était seul, il était écarté du groupe parce qu'il n'avait pas voulu les suivre et il était à 800 mètres de la maison, de chez lui, pour rentrer et jamais parvenu. Non, il n'était pas seul, il a croisé beaucoup de gens, mais... Il avait l'air de souffrir? Oui, il a beaucoup vomi, il a été par terre. Et les personnes, ils leur disaient, ils l'ont témoigné, hein, Vincent leur disait « Non, mais ça va aller, je veux juste rentrer chez moi ». Et personne ne l'a ramené. Il est avec qui, là, sur cette photo? C'est son papa. Ouais, nous étions très... C'était à la maison, ça. C'est l'année dernière, l'année d'avant, pardon. Il a 18 ans. Bon, ça s'est arrêté à 19 ans. On a l'impression que c'est toujours hier, en fait. Le temps s'est arrêté alors qu'il continue de courir. Vincent a eu 20 ans, là. Et non, il a 19 ans. Là, il a 18 ans. Ça doit être la période de la fête des pères. Les souvenirs sont bons. Jusqu'où vous a mené cette enquête? Elle m'a mené dans les moyens d'investigation, jusqu'à se retrouver sur un radeau, un Zodiac minable sur la Garonne avec des nœuds à 8 nœuds. Je veux dire, le courant est très très fort sur la Garonne, jusqu'à risquer sa vie parce que mon mari est retourné seul et est tombé en panne. Je l'ai vu se cogner sous les ponts et il a vraiment failli mourir lui aussi.
à chercher désespérément son corps parce que 3 semaines, c'était très très long. Alors, 3 semaines après la disparition de votre fils, vous avez reçu un appel de la police. Que vous ont-ils annoncé? Ils m'ont annoncé qu'un corps avait été retrouvé dans la Garonne, du côté de Bassins, pas très loin en fait, à 6 km. Et que c'était certainement Vincent. Et préférait me l'annoncer avant que je l'apprenne par Internet, parce qu'on surveillait beaucoup les réseaux, la presse bien sûr. Et donc, ils m'ont annoncé ça. Et en fait, il le reconnaissait. Il est allé très vite, l'enquêteur, sur place. Et Vincent avait un petit tatouage, un chakra comme celui-là, dans le dos. Et donc, il a reconnu le chakra. Et donc, a pu me confirmer par téléphone que c'était certainement Vincent. Après, ça pouvait être une coïncidence. Et ça a été c'est un peu difficile à... Enfin, ça peut être incompréhensible pour certains. Ça a été... J'ai beaucoup pleuré, mais enfin, parce que j'ai pas pleuré pendant les 3 semaines. On avait un QG, je travaillais. J'avais une espèce d'uniforme et j'enquêtais pour Vincent. Ça me donnait une distance par rapport à ça, par rapport au fait que ça soit mon fils. Et ça a été aussi un soulagement. Soulagement de savoir où il était. Parce qu'il y avait 2 solutions pour moi. Ou Vincent était mort, parce que c'était son blouson, son téléphone. Vincent aurait dormi avec son blouson, qui n'était pas c'est comme les jeunes. Ou il était mort, ou il était en train d'agoniser quelque part, et on n'arrivait pas à le trouver. De toute façon, il avait une mauvaise rencontre. Et s'il était mort, il pouvait être que dans l'eau, parce que l'eau, c'est le crime parfait. C'est l'endroit parfait pour se débarrasser d'un corps, et c'est le crime parfait pour tuer quelqu'un. Pour moi, la main criminelle est là. D'autant que c'est à la suite d'une série de disparitions et de noyades suspectes au départ, de disparitions inquiétantes. Ce serait l'œuvre d'un serial killer? Oui, c'est ma conviction. Et pour l'instant, on n'a pas pu démontrer le contraire non plus. Et c'est pour ça que je continue à enquêter et que je soutiens d'autres parents qui viennent à moi. Je ne vais pas les chercher. Juste une remarque. Vous dites que vous avez été presque soulagée. Et évidemment, je mesure votre douleur de maman. On l'aperçoit. Juste faire réagir Marc là-dessus. Mais oui, parce que... Même si c'est très, très difficile ce qu'on est en train de dire, et je comprends que vous ayez pris des précautions oratoires pour dire ça, mais quand on voit le désarroi de votre voisin, on comprend à quel point ce qu'il y a de plus difficile, je crois, c'est l'incertitude. C'est de ne rien savoir, de ne pas savoir où elle est, ce qui lui arrive ou ce qui lui est arrivé. Et d'être dans cette incertitude permanente, je crois que c'est quelque chose qui est une espèce de cancer qui vous ronge de l'intérieur. Sauf qu'il y a aussi de l'espoir mêlé à l'incertitude. Vous savez, la raison, elle est là, dans l'esprit de Claude comme dans l'esprit de sa sœur. Ils savent bien que chaque jour, chaque heure qui passe, même si c'est difficile à entendre, on sait que les chances de la retrouver dans de bonnes conditions s'amenuisent. C'est statistique, malheureusement. Et la différence avec Sylvie, c'est que Sylvie, elle était un peu du métier, si je puis dire. Donc, pour elle, elle a été obligée de faire face à des éventualités qu'elle connaissait dans l'exercice de son travail. Et en plus, elle avait l'avantage, si j'ose m'exprimer ainsi, de parfaitement bien connaître son fils. Donc, elle savait très bien qu'à moins qu'il soit raide-mort quelque part ou en train d'agoniser, comme elle l'a dit, elle aurait eu des nouvelles, elle aurait su quelque chose. Donc, elle s'est très vite... faite à l'idée que peut-être le pire était arrivé. Et dans ces conditions, et elle vous l'a dit, la différence, c'est que Claude, elle cherche sa fille. Sylvie cherchait presque un corps déjà parce qu'elle savait que les choses s'étaient manifestement très mal passées. En plus, il y a les précédents. C'est vrai que ce n'est pas le premier noyé dans la Garonne pour lequel on conclut à une mort accidentelle. Et ça fait
quelques-uns maintenant de jeunes entre 18 et 25 ans qui sont souvent pris de boissons dans des conditions curieuses et qu'on retrouve noyés dans la Garonne, dans des conditions aussi particulièrement sujettes à questionnement. Donc de venir dire aujourd'hui sur ce plateau, j'ai été soulagé de savoir où il était, tout simplement, c'est quelque chose que je peux entendre et que je comprends parce que je suis souvent face à des gens pour lesquels le pire c'est l'incertitude. Et je comprends ce soulagement, et puis c'était aussi une capacité à un moment donné de pouvoir lâcher, quoi, avoir compris. Très fatigué. Même si c'était particulièrement difficile. Flore Bella, bonjour. Vous avez dû, comme Sylvie, faire face au pire qu'il puisse arriver à une mère, le décès de votre enfant. À quel moment votre vie a-t-elle basculé? Dans la nuit du 13 au 14 avril 2007. Quelle décision avez-vous prise à l'annonce du décès de votre fils? On vous l'a annoncé dans quelles circonstances? En fait, j'apprends au matin du 14 qu'on a retrouvé Jonathan gisant dans une mare de sang, dans une courette à 40 mètres de la maison. Il avait quel âge? 18 ans et demi. Un être de lumière, Jonathan, un ange sur terre. Et il arrive à l'hôpital de Dijon dans un état où son pronostic vital est engagé. Et il se bat 5 jours dans le coma profond. Et lorsque Jonathan s'envole aux étoiles, ce jour-là, ma vie bascule. Difficile. Il était dans quelle situation, Jonathan? C'est un artiste, un jeune homme qui était plein de vie, qui ne défendait pas la non-violence, il prenait la paix. C'est un garçon qui est né avec beaucoup de problèmes de santé, mais jamais il ne montrait aucun signe de défaillance physique. Quel problème de santé? Il n'aurait jamais souhaité qu'on en parle comme ça. Il voulait être vu comme quelqu'un de fort et de vigoureux. Et certes, il était handicapé, mais ce n'était pas cela qui se voyait chez Jonathan. Et handicapé? Il lui manquait 2 oreilles. Et il entendait grâce à un appareil auditif. Et il avait de très graves maladies. De naissance? De naissance. Et il s'est battu toute sa vie pour survivre et vivre. Il a transformé ses douleurs, cette vie, ses enfers Jonathan, en force. Il était plein d'amour, plein de sourires. Jonathan, c'est un ange sur terre qu'on a massacré gratuitement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là, cette nuit-là? Jonathan avait prévu de passer une soirée avec ses amis pour être bénévole dans un gymnase, parce que le lendemain, il y avait un tournoi de gymnastes. Et ensuite, de se réunir chez un ami commun et de passer la fin de soirée et de rentrer relativement tôt, parce qu'il devait se lever tôt et rejoindre son petit papa le lendemain. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? À 1h, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il m'aimait, qu'il était bien rentré. Et quand je vais au chevet de mon fils, il est dans le coma, je n'ai de cesse qu'à partir de ce moment-là, que de savoir et de connaître la vérité, de savoir qui a fait ça à mon fils. Je veux découvrir le ou les coupables pour mener tous les éléments aux inspecteurs, aux enquêteurs. Mais quand il a été découvert dans cette mare de sang, il l'a été par qui? Il a été découvert par un livreur de produits pharmaceutiques, parce qu'au fond de cette courette, il y a un couloir. Enfin, en amont, il y a un couloir et il y a la pharmacie, il y a la réserve de la pharmacie. Mais vous dites qu'il était rentré chez lui puisqu'il vous a envoyé un texto. Et oui, il a décidé de ressortir ce soir-là. Et en fait, en enquêtant moi-même, j'ai voulu reconstituer son emploi du temps, parce que il y avait il m'envoie un texto à 1h, et à 6h30, il est retrouvé par le livreur de produits pharmaceutiques. On ne sait rien. Il faut retrouver son emploi du temps. Et donc, je vais dans un premier temps sur le lieu du drame. Je fais une enquête de voisinage, où rien ne donne. Je vais voir tout le monde. C'est une petite ville, c'est une bourgade où j'habite. Et les gens viennent à moi, ils sont choqués, parce que tout le monde connaît Jonathan.
et les gens me parlent, j'essaie d'avoir des éléments qui puissent nous amener à une piste, non pas un parce que, parce qu'il ne peut pas y avoir un pourquoi, mais un élément de piste. Qui a croisé Jonathan? A-t-il rencontré des prédateurs qui étaient là au bout de son chemin? Et là, on sait qu'il a rencontré une demoiselle avec qui il chattait quelques jours auparavant. J'ai rencontré cette demoiselle, rien à donner. Elle m'a dit qu'elle l'avait rencontrée juste 20 minutes. Et à 1h30, il a envoyé 2 textos à 2 de ses amis où il demandait une adresse. Ce sont les 2 derniers contacts qu'il a donnés. Et je suis allée partout pour avoir des éléments, pour avoir ne serait-ce que des réponses à tout plein d'hypothèses qui viennent à soi, parce que c'est un long couloir, une enquête. Moi, je suis qu'une maman, je suis pas enquêtrice, moi. Je suis pas comme vous. Moi, je n'ai pas des éléments de formation, comment suivre quel protocole, comment faire. Donc, je sais qu'une chose, c'est que je suis dans un long couloir et qu'il y a que des portes fermées, il faut que je les ouvre, il faut que j'aille chercher des éléments pour toujours continuer en parallèle avec l'enquête des inspecteurs. Et vous en avez trouvé? Oui. Lesquels? Je ne peux en parler, l'instruction est toujours en cours. J'ai réussi à avoir des éléments qui ont été tout de suite apportés aux inspecteurs, à toutes les équipes, à tous les protagonistes de la justice, pour que l'enquête avance et mène à la vérité. Je suis allée partout. Je suis même allée dans les squats de drogués, je suis allée dans le milieu, je suis allée chercher des éléments. Je me dis qu'il faut que toutes les langues se délient. La vérité, je ne sais pas d'où elle peut sortir. On s'accroche désespérément. Parce que on ne peut pas dire à tout à l'heure, mon chéri, et qu'un jour on vous dise, votre fils, il a été retrouvé dans une mare de sang, alors qu'il était l'amour et la générosité. Gérard, votre fille avait 21 ans lorsqu'elle a perdu la vie le 30 mars 2001. Qui vous a prévenu du décès d'Alexia? Je voudrais simplement dire quelque chose qui n'était pas tout à fait prévu après votre intervention, parce que je savais qu'en passant en dernier, j'allais accumuler pas mal d'émotions. Et vous deviez me demander ce que j'avais en commun. On n'a pas qu'une chose en commun d'avoir perdu un enfant, on a plein de choses en commun. La première, c'est d'avoir perdu notre enfant, tout ce combat qui doit être fort, pérenne, etc. La deuxième, c'est que ma fille était une brillante petite étudiante en droit passionnée de danse. Et le jour de ses obsèques, je l'ai envoyée danser dans les étoiles. Ça fait 12 ans hein, déjà. Puis la troisième chose, c'est qu'avec mon épouse, on a aussi une petite enfant de 5 ans qui est handicapée. Donc on a plein de choses en commun. C'est pour ça que, voilà. On va essayer de laisser passer un peu cette dose d'émotion, mais on va rentrer dans des choses un peu plus techniques. Alors donc, vous apprenez que votre fille est décédée. Qu'est-ce qui se passe après? Ben, c'est un coup de poing, c'est le monde qui s'effondre, c'est le début d'un cauchemar, c'est un cataclysme. On s'assoit, puis on se demande ce qui arrive. Qu'est-ce que vous avez su de l'accident? Ben, je suis immédiatement allé sur les lieux. Il faisait nuit à ce moment-là, 20h. Ma fille était dans le fourgon mortuaire. Je l'ai embrassée une dernière fois. Et le gendarme qui était là, les pompiers m'ont dit qu'elle avait perdu le contrôle de sa voiture, qu'elle avait percuté un autre véhicule, que la conductrice de l'autre véhicule était gravement blessée. Et voilà. Il était quelle heure quand ça s'est produit? Il devait être autour de 18h30, en fin d'après-midi, en plein jour. Elle partait de la maison, on avait passé l'après-midi à discuter d'un certain nombre de choses. J'étais très proche de ma fille, donc on avait des choses importantes à gérer. Et elle a joué un petit peu avec ses sœurs cadettes. Elle a reçu un coup de fil qui apparemment l'a pressée. Et vers 18h15, elle est partie de la maison, elle a fait 25 minutes de route, et elle a perdu la vie à ce moment-là. Le lendemain, il y a eu une autre version. Alors la jeune fille qui a été gravement blessée dans la voiture d'en face
a parfaitement témoigné qu'un véhicule fou, à l'intérieur duquel il y avait 2 personnes, un chauffeur et son passager, a doublé dans toute l'inconscience qu'on pouvait y mettre à l'époque, en double fil, avec une ligne blanche, etc., qu'il y avait un petit A derrière, et que c'était a priori 2 hommes. Donc il y avait une tierce voiture responsable. Dans le modus operandi de cet accident mortel, la jeune fille n'était qu'un accident collatéral. Voilà. Donc ma fille a vu cette voiture en face d'elle, lui foncer dessus, a fait un écart, le bas-côté lui a fait perdre le contrôle, et puis la suite, voilà, elle a percuté la 3e voiture, et elle a été tuée sur le coup. Un autre élément est venu corroborer un autre la élément. version Alors, de cette jeune il y a fille. eu un appel à témoins, évidemment, par la presse locale qui a été fait. Et un chauffeur routier a dit oui, j'étais là. En effet, il y a une voiture. Il a confirmé la marque, le modèle, la couleur, etc. Et il a été beaucoup plus loin. Il a dit il y avait en effet 2 jeunes gens, dont un qui avait un petit bouc, une moustache, qui était avec des cheveux plutôt courts, plutôt châtains. Ils m'ont doublé comme des fous. Au carrefour, un petit peu plus loin, ils ont fait demi-tour, ils ont rebroussé chemin. Et par définition, comme ils ne se sont pas arrêtés, c'est en repassant sur le lieu du drame qu'ils ont décidé de prendre la fuite délibérément. Alors, une enquête préliminaire a été ouverte et vous aussi, de votre côté, vous avez décidé de tout mettre en œuvre pour retrouver Évidemment. les chauffards responsables de la mort de votre fille. Mais c'est le hasard qui vous a mené à une découverte importante. Tout à fait. On était bien sûr dans cette douleur, ce choc terrible des premiers jours où on ne sait plus, on est même froid un peu au début. On est tous un petit peu froid au début. Voilà, cette arme de vouloir savoir, de trouver les coupables, hein, c'est une évidence. Et donc, un jour, j'étais chez un de mes patients, que je soigne depuis 30 ans dans le même village. Hein. Je suis médecin de campagne, généraliste, tout ce que ça comporte de gestion des choses douloureuses aussi, des autres. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Et j'ai sous les yeux un soir en rentrant, c'était au fin mai, une voiture correspondant parfaitement au signalement. Et je dis au papy, cette voiture, ça fait au moins 2 mois qu'elle est là, et puis vous savez, elle ne bouge pas. Hein. Alors j'observe cette voiture, je m'aperçois qu'elle est immatriculée en W garage depuis 2 mois. Et je voulais être sûr, le papier est fiable. Un vieux résistant, un de ces hommes qu'on doit respecter et admirer, que j'aime beaucoup, qui est toujours vivant, hein, que je vois encore régulièrement. Et il me dit oui, oui, oui. Bon, je signale ce véhicule à la gendarmerie qui met en œuvre un processus de surveillance de la rue et de la voiture. Et dans les 48 heures, la voiture disparaît, on ne la revoit plus. Et c'est en surveillant de la porte de ce monsieur, d'ailleurs, qu'un jour, je me suis rendu compte que le garage d'en face était ouvert et que la voiture était sagement protégée, cachée au fond du garage à gauche. Je l'ai signalé à la gendarmerie, qui était bien embêtée, puisqu'on était dans le cadre d'une enquête préliminaire, et que, dans ce contexte-là, ils ne pouvaient pas encore perquisitionner. Mais ils ont demandé quand même de continuer la surveillance. Évidemment, cette voiture, pendant plusieurs mois, n'est pas ressortie. Elle n'est ressortie qu'au mois d'août. Et donc, voilà comment j'ai pu cibler une voiture suspecte. Ça, c'est un premier temps. Vous avez eu des éléments d'information sur le propriétaire de la voiture? Alors, il est évident que j'ai commencé à interroger l'environnement, les voisins. Et au mois d'août, je déjeune avec un de mes jeunes confrères spécialistes du quartier qui m'apprend que les voisins ont eu un grand drame dans leur famille et que le petit fiancé de leur fille s'était a priori pendu. Alors ça m'a interpellé quand même, parce que le petit fiancé de la propriétaire de la voiture suspecte se pendant au mois d'août. Et donc là, on rentre dans un processus qui devient complexe. Une gendarmerie qui ne peut pas pénétrer, tout se bloque. Et c'est là que je décide de solliciter l'aide d'un détective privé qui venait de s'installer sur le marché de ce métier-là, de haute compétence, et pour cause, puisqu'il avait quand même de nombreuses années de gendarmerie derrière lui, et qui a enquêté, qui est venu m'aider.
Voilà. Alors, vous nous direz tout à l'heure quels autres éléments vous avez réussi à mettre en lumière en menant vous-même l'enquête sur la mort de votre fille. En attendant, voici quelques messages de la rédaction. À tout de suite. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous avez la sensation d'avoir vécu plusieurs vies en une. Vous menez de front 2 vies diamétralement opposées, vous avez un métier sérieux et une passion atypique. Après avoir vécu dans l'opulence ou même les strass et les paillettes, vous vous êtes recentré sur l'essentiel et vous vivez aujourd'hui très modestement. Vous avez fait le choix d'interrompre une très belle carrière pour vous consacrer à votre passion dans un tout autre domaine. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Aujourd'hui, dans l'histoire continue, nous retrouverons Xavier et Constance. La différence de taille vous a gêné? Moi non. Vous vous êtes dit ça va être impossible à vivre, ça va être trop difficile à vivre? Bah sur le coup, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir vivre ça au quotidien? 3 ans et demi plus tard, où en sont-ils tous les deux? Le fait qu'Elena soit arrivée, ça a totalement changé ma vie d'être humain. Brigitte nous donnera également de ses nouvelles. Je crois que j'ai trouvé mon équilibre. C'est très important pour moi de travailler. J'avais besoin de retrouver une autonomie. Ce sera dans la dernière partie de l'émission, dans l'histoire continue. Comme nos invités, vous pouvez nous raconter votre histoire. Vous aviez à peine 20 ans quand vous avez créé votre entreprise. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'une affaire florissante. Vous veniez d'un milieu défavorisé et à la vingtaine, vous avez fait fortune grâce à une idée de génie. Grâce à un héritage ou à un jeu de hasard, vous avez fait fortune du jour au lendemain. À peine majeur, vous menez déjà la belle vie. À 20 ans, vous avez gagné beaucoup d'argent, mais par manque de maturité, vous avez tout dilapidé. À peine sorti de l'adolescence, vous êtes devenu riche du jour au lendemain et vous êtes tombé dans des excès en tout genre. Pour nous raconter votre histoire, contactez notre équipe au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de France 2, rubrique Toute une histoire. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Toute une histoire. Les invités que je reçois aujourd'hui n'auraient jamais imaginé se transformer un jour en détective et être contraints de mener leur propre enquête. Mais face à la disparition ou au décès de leur enfant, ils ont décidé de se battre sans relâche pour comprendre ce qu'il s'était réellement passé. La vérité à tout prix, c'est le titre de notre deuxième partie. Claude, vous vous battez depuis des mois pour percer le mystère de la disparition de votre fille, Laetitia. Quelles pistes ont été explorées? En fait, maintenant, on est un petit peu soulagé parce qu'il y a une commission rogatoire internationale qui a été ouverte. On espère que la police française va pouvoir aller sur les lieux parce que jusque maintenant, ça fait passer 9 mois. Et il n'y a rien qui s'est passé. Au début, il y a eu 3 voire 4 mois qui sont restés sans rien parce qu'ils étaient persuadés qu'elle s'était noyée. Et en fait, il s'avère que Laetitia ne s'est pas noyée parce que ça va faire 1 an. Le corps, on l'aurait retrouvé. C'est obligé. Donc maintenant, on continue, on retourne sur le terrain, on essaie de réenquêter. Et là, nous avons pris un deuxième détective, cette fois italien. On a un semblant de piste, mais voilà, je ne peux pas... en dire plus. Je ne peux pas en dire plus parce que l'affaire est peut-être plus grave qu'on ne le pense. Alors, vous vouliez profiter de notre émission pour poser vos questions à Maître Gégère. Quelles sont vos interrogations? Tout à fait. Je voudrais demander à monsieur comment, moi, en tant que papa de Laetitia, comment seul je peux récupérer le dossier italien? Parce qu'en fait, le procès-verbal italien, on ne l'a pas. J'ai, moi, eu un cas de figure un peu similaire pour des clients et j'ai pris un correspondant sur Turin. Il a fait une demande tout à fait officielle de copie du dossier, de la procédure qu'il a pu obtenir. C'était un peu long, je vous le concède, mais on l'a eu. Et ensuite, non seulement on l'a récupéré, mais on a fait traduire l'ensemble des procès-verbaux de manière à pouvoir ensuite en discuter avec la famille de la personne qui était concernée. Donc il n'existe pas de
d'obstacle au fait que vous puissiez avoir accès à cette procédure italienne. La seule difficulté, c'est, en général, quand on ne prend pas un avocat sur place, on est coincé parce qu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. Mais à partir du moment où vous avez pris un conseil sur place, il doit être en mesure de faire le nécessaire. Juste un point, il s'agit quand même d'un domaine assez particulier. Il ne faudrait pas avoir pris un avocat qui soit un civiliste ou quelqu'un qui ne connaît pas. Si vous voulez, c'est dans quelle ville en Italie, cette histoire? C'est la province d'Imperia, San Remo. San Remo. Je me débrouillerai pour vous trouver un correspondant sur San Remo qui soit un pénaliste et qui soit en mesure d'avoir un accès. Parce que si vous voulez, ce n'est pas seulement la connaissance de la procédure, c'est la connaissance des juges, c'est la connaissance des policiers sur place. Un pénaliste, c'est quelqu'un qui les a au contact, j'allais dire, en permanence. Donc il est capable, en décrochant son téléphone, de faire ouvrir des portes que n'ouvrirait pas un conseil qui, lui, n'aurait pas l'habitude. Donc c'est impératif au moins que vous ayez ces éléments de renseignement. Ça, je peux un peu vous aider pour vous trouver quelqu'un sur San Remo. Ça vous donne un peu d'espoir? Oui, tout à fait, bien sûr. Et puis vous vouliez profiter de votre passage à l'émission pour peut-être passer un appel? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, nous, on croit que Laetitia elle a croisé quelqu'un. C'est quasiment certain. Pour nous, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. Elle a été vue par quelqu'un. On espère un petit peu sur votre émission. On n'a pas besoin de beaucoup. On a besoin d'une personne. On a besoin d'un coup de téléphone. Et ça, on peut revivre, je dirais. Parce que là, on survit. Vous serez également cet après-midi sur le chat de notre émission. Sylvie, depuis que le corps de votre fils a été retrouvé dans la Garonne, il y a plus d'1 an, vous refusez de croire à la thèse de l'accident et vous ne cessez de chercher des indices pour comprendre ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Votre passé de policière vous aide certainement dans ces investigations? Oui, parce qu'on a des réflexes. Voilà, c'est tout simplement des réflexes. Et puis on sait aussi où on peut aller, où on ne peut pas aller. Il y a une connaissance du droit. Ce n'est pas parce que je suis un ancien policier que je peux me permettre de rentrer chez les gens, d'aller faire des perquisitions, enfin de me permettre plein de choses. Je suis un citoyen, point final, et j'ai aucune autorité. Donc déjà, ça, c'est déjà important. Vous continuez à avancer dans vos recherches? Ah oui, bien sûr. Vous continuez à recueillir des indices et des éléments? Ah bah oui, je continue parce que de toute façon il y a toujours des zones d'ombre. Moi je veux savoir ce qui est arrivé à Vincent. Donc bien sûr, c'est pas terminé. D'autant que l'enquête est terminée, que la procédure, que nous sommes, c'est classé. Bien accident. Sûr, classé accident, systématiquement, et que nous en sommes à la deuxième phase, c'est-à-dire à demander une ouverture d'instruction. Voilà. Donc, avec constitution de partie civile. Votre objectif est de prouver que c'est probablement l'œuvre de quelqu'un qui a commis probablement plusieurs crimes. Oui, parce qu'en fait, j'ai aussi tout de suite créé une association. Vincent, ça faisait 2 jours qu'il était l'association Jeunesse Volée. Bon, Vincent Zeka, mais c'est une association pour... c'est pour tous en fait. C'est pas le combat pour Vincent. Ça n'a rien à voir. Et des personnes, beaucoup de parents victimes m'ont contacté, que ce soit des parents de Lille, avec les noyés de la Deule, ou autres. Et donc, ces recherches, celles que je fais pour Vincent, sont très utiles pour les autres personnes. Et sachez que d'autres personnes... Il faudrait regrouper peut-être. Et ben voilà. Et d'autres personnes aussi commencent font des recherches, parce que c'est toujours à peu près sur la même côte. Donc ça a quand même une véritable valeur. Et nous voulons tous que les pouvoirs publics aient une autre position au départ que de ne pas classer systématiquement accident, c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait encore tenir aujourd'hui? Les autres, parce que ça continue. Parce qu'il y en a eu un autre cette année. Parce que Vincent, je lui dois la vérité. Enfin, il a le droit à la vérité et je lui dois, parce que je suis là pour ça.
Parce que son papa et moi, on ne l'a plus, on était tous les trois, on était hyper fusionnels. Et parce que c'était un chouette môme qui allait apporter quelque chose à la société. Il était tranquille, il était étudiant, tout allait bien, quoi. Enfin, bon, bien sûr, ils n'ont pas cherché à me dire qu'il était suicidaire. Ça a été classé tout de suite. Et ce que je veux, c'est la vérité. Puis je veux que c'est pas parce qu'ils sont une trentaine par an qu'on va les laisser pour compte. Et voilà, et je pour les autres. Et Vincent m'a soufflé comme une mission. Est-ce que vous allez reprendre une activité professionnelle? Alors, je travaille dans le milieu carcéral. J'ai du mal à y retourner. Oui, après la police, voilà. Maintenant, je ne sais pas que je les surveille, mais je les réinsère un petit peu. J'accueille les familles. Donc, j'étais un peu dans cette mouvance-là. Et là, j'ai demandé à avoir une carte professionnelle d'agent de recherche privé, ce qu'on appelle détective privé. C'est un droit par rapport à mon diplôme d'officier de police judiciaire qui doit m'être délivré par Bordeaux. Mais ça traîne, ça traîne, ça traîne. Voilà. Et ça c'est justement dans ce combat aussi je voudrais éviter de faire des divorces, des choses comme ça, vous voyez. Je voudrais juste dire quelque chose à propos des agents de recherche privée, que les gens ne pensent pas qu'en étant agent de recherche privée, on détient des droits différents de ceux du citoyen lambda. C'est-à-dire que l'agent de recherche privée n'a pas de pouvoir d'investigation autre que celui de n'importe quel citoyen. Et lorsqu'il fait une enquête, eh bien, cette enquête n'a valeur que de témoignage. Donc que les gens n'imaginent pas qu'en étant agent de recherche privée, on devient un pseudo-agent secret, qu'on peut planter des micros un peu partout, etc. Ça n'a rien à voir. Hein. Oui, parce qu'on aurait pu penser que si je voulais absolument faire obtenir cette carte professionnelle, c'était pour me permettre des choses auxquelles je n'avais pas le droit. Voilà. Non, pas du tout. Mais d'ailleurs, il faut être mandaté. Mais bon, disons que ça rejoint un petit peu ce que je faisais, mais dans le privé. Et c'est nettement... Voilà, j'aimerais mieux ça. Laure Bella, vous aussi, vous tenez, car vous vous êtes fixé un objectif, faire éclater la vérité sur le décès de votre fils 6 ans plus tard. Où en est l'enquête de la police? L'instruction est toujours en cours. Tous les maillons de toutes ces procédures sont toujours en travail, en mouvement. Donc il m'est difficile, Sophie, de pouvoir développer les éléments de l'enquête, pour justement ne pas nuire à l'enquête pour mon petit. Et votre enquête personnelle? Alors, je n'ai jamais eu de cesse que de continuer. Tous les jours. Chaque fois, où que j'aille, c'est permanent, c'est toujours là. Il faut que je trouve celui ou ceux qui ont fait ça à Jonathan. Et donc, j'ai pris du recul, je n'ai confiance en personne. La vie, depuis 6 ans, m'a montré de grands menteurs, des gens, de mauvaises personnes qui vous disent des choses, des pollueurs qui ont pollué l'enquête de Jonathan. Donc il ne faut se fier à personne. Ça devient terrible parce que je me bats tous les jours pour pas que la raison ne me quitte, pour pas que la folie m'emporte. Et j'ai besoin d'avoir de la force en moi pour ne pas tomber dans les méandres d'une enquête personnelle. Et coûte que coûte, il faut que je trouve, parce qu'il faut que je trouve quelqu'un, c'est pas cela. Et Jonathan n'aurait jamais permis qu'un innocent prenne, et moi non plus. Il me faut tous ces prédateurs, tous ceux qui ont osé approcher Jonathan. Et avec le recul, les gens commencent à avoir des remords. Pour certains, ils viennent me trouver d'eux-mêmes. Ils ont peur de témoigner. Des remords de quoi? D'avoir gardé le silence, de savoir des choses et de ne pas les avoir dites? Avaient entendu quelque chose, n'osaient pas parler, avaient peur que ça leur tombe dessus, ou un élément leur revient plus tard, ou ils entendent quelque chose, et puis les langues commencent à se délier, et les choses... Après, il faut tout vérifier. Et encore aujourd'hui, les choses viennent directement auprès des inspecteurs ou viennent à moi directement. Et ces éléments-là, bien sûr, je ne les garde pas pour moi. Je les donne à mes conseils pour qu'ils puissent utiliser tous ces éléments pour faire éclater la vérité. Mais j'ai besoin, si vous me le permettez,
j'ai besoin de vous demander la permission, s'il m'est possible, de demander quelque chose à toutes et à tous. Allez-y. Merci. Je suis qu'une maman à qui on a enlevé un être magique de lumière, un artiste, un gentil garçon, un chouette môme aussi. Je demande à toute personne qui a sa connaissance, quelque élément que ce soit, même futile que ce soit, de les porter à la juridiction de sa maison, de son quartier, de sa ville, que ce soit des policiers ou des gendarmes, pour que toutes ces informations puissent monter et amener la lumière sur cette vérité. Je supplie qui que ce soit sache quelque chose de pouvoir le transmettre. C'est pour cela que j'ai fait aussi j'ai utilisé les réseaux sociaux pour que des appels à témoins puissent être menés. Tous les ans, on mène des actions autour de Jonathan pour que la vérité éclate. On lui rend hommage, beaucoup de personnes lui rendent hommage. Nombreuses personnes ont manifesté, ont créé des actions pour rendre hommage à Jonathan. Je pense que votre appel sera entendu. Merci de tout mon cœur. Gérard, vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez retrouvé la voiture qui, pour vous, était incriminée dans la collision qui avait coûté la vie à votre fille. Comment avez-vous tenté de démontrer qu'il s'agissait pour vous le véhicule responsable de l'accident? J'ai photographié ce véhicule. D'abord, ce qui me paraissait suspect, c'est qu'on soit en double garage pendant 5 mois, c'est pas normal. Et j'ai photographié le véhicule, je l'ai montré à des gens de l'automobile compétents et on a démontré que les rétroviseurs de ce véhicule n'étaient pas conformes au millésime. Donc ces rétroviseurs avaient été changés. Et dans le modus operandi de l'accident, les deux rétroviseurs, celui de la voiture suspect et celui du côté gauche de la voiture de ma fille, se sont heurtés et ont explosé en éclats. Donc on comprend qu'il a fallu changer ce rétroviseur. Et ce manquement à la conformité du millésime a été une piste fondamentale. Ajouté au fait que le détective privé a démontré que le garçon ne s'était pas pendu, mais qu'il a fait une chute de 4 étages en bas de son immeuble 3 jours après la mort de ma fille, l'enquêteur de l'enquête préliminaire, qui a fait un travail remarquable, a réussi à convaincre le parquet d'ouvrir une information en novembre 2001. Voilà les éléments factuels qui déterminent nomination d'un juge d'instruction et on dit vérifier tous les véhicules pouvant correspondre au signalement. Et alors là, on est rentré dans un fatras d'empilement juridico-judiciaire et tout ceci jusqu'au non-lieu en août 2007. Qu'est-ce qui vous permet de tenir aujourd'hui? Ce qui me permet de tenir, c'est que je veux la vérité pour ma fille. On est tous pareils, on veut la vérité. Que moi, quand je me lève le matin, je pense à ma fille. Quand je me couche le soir, je pense à ma fille. Que pour délier les langues, j'ai mis sa photo sur ma porte d'entrée avec un petit message subliminal. Que je veux qu'elle dorme en paix. Je veux qu'elle puisse danser dans ses étoiles comme il faut. Et que, vous savez, les êtres humains, quand ils sont parents, on n'est pas programmé pour survivre à nos enfants. C'est anormal. C'est pas possible. Il n'y a que quand on a perdu ou quand on craint d'avoir perdu qu'on peut comprendre cette chose-là. Et je veux que... On discutait tout à l'heure, on peut pas faire le deuil, c'est faux. C'est une imbécilité humaine. On chemine sur le chemin du deuil. Et ça dure à perpétuité. Alors moi, je voudrais commencer à cheminer, parce qu'évidemment, tout ça, ça a tout explosé. Mon épouse m'aide énormément et que grâce à elle, on va arriver au bout. Maintenant, il faut faire réouvrir cette information judiciaire. Et moi, j'espère pouvoir, je me suis pourvu en cassation, c'est tout frais, j'espère pouvoir obtenir une réouverture d'informations, une bonne enquête et que la vérité éclate. Après, le reste, ça sera de la philosophie et des commentaires. Merci à tous pour la leçon de courage que vous nous avez donnée. Nous espérons que vous réussirez à faire toute la lumière sur ces affaires non élucidées. Et évidemment, nous serons ravis de vous recevoir de nouveau sur notre plateau pour prendre de vos nouvelles.
Que ce soit sur des sujets douloureux, comme celui d'aujourd'hui, ou sur des thèmes plus légers, les histoires de nos invités ne nous laissent jamais indifférents. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous proposer d'en savoir un peu plus chaque jour sur le parcours de celles et ceux qui ont témoigné sur notre plateau. Aujourd'hui, c'est Xavier, Constance et Brigitte qui vont nous montrer que pour eux, l'histoire continue. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre nouvelle invitation. On va d'abord commencer avec vous, Xavier et Constance. Xavier, Jean-Luc Delarue, vous avez reçu le 14 décembre 2009 dans une émission intitulée « Notre couple est mal assorti. Et alors ?» Pour quelles raisons aviez-vous souhaité témoigner sur notre plateau ? C'était pour faire passer un message, comme quoi même avec handicap et quelques centimètres en moins par rapport à la norme, on pouvait avoir une vie tout à fait normale, une épouse normale, un super boulot, et puis il fallait passer au-delà des apparences. Avant de découvrir où vous en êtes aujourd'hui tous les deux, je vous propose de nous repasser le film de votre histoire. Des gens, c'est terrible. Atteint de nanisme, Xavier était venu sur notre plateau accompagné de Constance, la femme qui partageait sa vie, pour témoigner des difficultés que le jeune couple avait rencontrées au début de leur relation. La différence de taille vous a gêné? Moi, non. Vous, Constance? Sur le moment, non. Moi, c'est le lendemain que ça m'a surtout Deuxième jour. posé un problème, parce qu'il a eu l'idée de m'emmener faire une balade à Rouen. À un moment, donc, on s'arrête au milieu de la rue parce qu'il parlait avec des amis. Et là, je vois une bande de jeunes et je voyais leur regard sur Xavier. Qu'est-ce qu'il y avait dans le regard de ces... De la moquerie. Alors moi, j'ai senti le malaise monter en moi quand même. Et puis... Le malaise monter en vous, vous vous êtes dit ça va être impossible à vivre, ça va être trop difficile à vivre? Sur le coup, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir vivre ça au quotidien? Mais leur différence, le couple avait très vite su la dépasser. J'ai pas osé vous demander de vous lever à côté, mais pour voir ce que c'est qu'une différence assumée et de l'amour. Et du grand amour. Et regardez les images. Quel est votre prochain projet? Un enfant. Un enfant? Ça se saurait s'il fallait que tous les couples soient tous pareils. 4 ans se sont écoulés depuis la participation de Xavier à l'émission. Et c'est un nouvel homme que nous retrouvons chez lui, en Normandie. Aujourd'hui, je m'accepte beaucoup mieux. Il y a plein de choses qui ont changé dans le positif. Je me sens épanoui. Mes priorités ont changé. Mon rôle en tant qu'homme a changé. Il y a un accomplissement depuis quelques temps. Voilà. Si Xavier est un homme comblé, c'est parce qu'un événement a récemment bouleversé sa vie. Il y a 10 mois, Constance a donné naissance à leur petite fille, Elena. Le fait qu'Elena soit arrivée, ça a totalement changé ma vie d'être humain, d'homme. Je suis le papa le plus heureux du monde. En tant que couple, c'est génial parce qu'on voulait tous les deux... on souhaitait ardemment avoir un enfant tous les deux et du coup, ça nous a renforcés. Et là, on est sur un nuage. La naissance de sa fille a permis à Xavier de prendre davantage confiance en lui, à tel point que le regard des autres ne le dérange absolument plus. Les quelques regards que je vois, en fait, maintenant, c'est plus regard attendrissant. Il regarde Elena, il me regarde, puis c'est un papa. De toute façon, c'est peut-être avoir fait mes preuves, justement, comme quoi je pouvais avoir un gamin. Et peut-être que là, du coup, les gens pensent différemment, se disent, finalement, faut pas s'arrêter à ça, on peut vivre normalement. Et c'est clair que c'est le cas, quoi. Xavier et Constance sont ensemble depuis 7 ans et il ne manquait plus que l'arrivée d'Elena pour que leur bonheur soit complet. J'ai eu l'aîné avec Constance, pour moi c'est une preuve d'amour. Ça c'est bon, là, enfin, non pas que j'ai douté, mais là je me dis elle-même, quoi. Puis elle s'en fout, enfin, elle assume parfaitement mon handicap dans le sens où elle a un enfant avec moi, quoi. Donc c'est gravé pour la vie.
Marie-Laure, la mère de Xavier, et Constance, sa femme, ont pu constater son évolution. Je pense que les témoignages positifs qu'on a eus à la suite de l'émission lui ont fait du bien. Ça lui a permis de vivre mieux, entre guillemets, le regard des autres en se disant que certains regards pouvaient être positifs alors qu'il peut-être il les prenait de façon pas positive, quoi. Marie-Laure, malentendante depuis sa naissance, a elle-même souffert du regard des autres. Elle connaît donc bien ce qu'a vécu son fils. Je me mets à sa place, c'est vrai que c'est gênant. Parce que moi-même, je suis handicapée. Il y a des gens qui me regardent. Tout le monde me disait, vous avez vu à la télévision, c'était formidable, c'était émouvant. Son nouveau statut de papa a permis à Xavier de s'affirmer davantage. Il est père, il est heureux de l'être et maintenant, le regard des autres lui est indifférent. Xavier promène Elena dans le centre commercial. On vit, il est fier de sa vie, il est heureux. Il est très heureux de montrer qu'il est papa. Elle est complètement transformée. Grâce à leurs différences, Constance et Xavier ont une idée bien précise de l'éducation qu'ils souhaitent donner à leur fille. Ce qu'on aimerait lui apprendre, c'est la tolérance. Ne jamais juger les autres sur leur apparence, sur leur façon de voir les choses, toutes les choses qui sont essentielles dans une vie. Je suis très heureuse du bonheur de Xavier, Constance et Elena. C'est parfait, c'est bon, que ça continue. Depuis qu'il est père, Xavier a donné un nouveau sens à sa vie. C'est super important pour moi de m'occuper d'Elena comme n'importe quel père. Et c'est Constance en a conscience parce qu'elle me dit jamais ouais tu veux que je fasse ça, tu veux que je fasse ça, genre avec je me sente à l'aise avec la manière d'élever d'Elena, de m'occuper d'elle au quotidien. Et là on va aller faire d'autres. Dans la maison, tout a été pensé pour que la petite taille de Xavier ne soit pas un handicap. Ça c'est le liquidescent, comme ça. J'ai juste à remonter parce que sinon, s'il était comme ça, je galérerais. Tout à l'heure, chérie. Je fais dodo. Allez, fais dodo. Tout à l'heure, Mavis. Le couple a mis plus de 3 ans à concevoir Elena. C'est donc avec émotion qu'il se remémore la grossesse de Constance. Ouais. Son petit profil. Ouais. On voyait déjà sa petite lèvre et tout. En souhaitant avoir un bébé, le couple savait qu'il y avait une chance sur 2 pour que l'enfant soit atteint de nanisme. Il a fallu attendre 3 longs mois pour enfin connaître le verdict. Ce cariotype ne montre pas d'anomalie décelée par les techniques utilisées. En gros, tout va bien. Voilà, le bébé n'est pas porteur. Voilà. Oh, ah non, c'était génial. Et après, on a appelé toute la famille. Je crois qu'on a eu du mal à s'endormir tellement excité. Ah, je sais pas si ça n'a pas été le meilleur moment de ma vie pour l'instant. Sacrée récompense. Oui, ouais, ça c'est la plus belle des récompenses. Ah ouais, non, c'est... Ouais. Oui. Aujourd'hui, toute la famille est aux anges, surtout Danielle, la mère de Constance, qui n'en revient toujours pas d'être grand-mère. C'est notre petit miracle, hein, notre Elena. Oui, on parle d'être là. C'est vrai que toutes les épreuves que vous avez traversées, ça a été très très dur pour vous, très long pour tout le monde, quoi. Pour le couple, avoir cet enfant a été un parcours du combattant. Après 2 fécondations in vitro qui ont échoué, Constance est tombée enceinte naturellement. La naissance d'Elena a donc redonné espoir à toute la famille. Vous en êtes où, là, au niveau projet d'avenir On pense fortement en avoir un petit deuxième. Oui. On peut être de la même façon que pour Elena, naturellement. Ouais. Voilà. Voilà, de toute façon, on sait qu'il y a un risque sur 2.
Voilà, on a eu un gros coup de chance avec Elena, on aura peut-être un autre gros coup de chance. Et puis, C'est notre petit Et miracle. un troisième, et un quatrième. Ah non, 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 non. Oh, Non. 3, ce serait pas mal. 3, j'aimerais bien. Donc ça, c'était le 14 décembre 2009. Quel souvenir gardez-vous de votre précédent passage à Toute une histoire? Oh, super, c'était des retours hallucinants parce qu'au niveau de la famille, des bons retours et même dans la rue, les gens nous ont reconnus et que c'était bien d'assumer ça. Et donc le message est bien passé apparemment, puis on est content. Le contact avec Jean-Luc? Super. Il y a 3 ans et demi, votre vœu le plus cher était d'avoir un enfant. Que représentait pour vous le fait de devenir parent? C'était la cerise sur le gâteau. C'était c'était vraiment la finalité pour notre couple. Bon, après, le souci, c'est qu'il y avait un risque sur 2 que je redonne mon handicap à l'enfant. Alors, comment vous y êtes pris exactement pour éliminer le risque? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris rendez-vous au CHU de Rouen avec un généticien qui nous a dit qu'il était possible en fait de faire ce qu'on appelle un DPI, c'est un diagnostic préimplantatoire. Donc en fait, c'est le même principe qu'une FIV, on implante des embryons dans l'utérus de la mère, sauf qu'avant d'être implanté, comme ils savent quel gène est défaillant chez moi, ils analysent l'embryon pour savoir si l'embryon porte le gène ou pas. Alors, juste petite parenthèse, ça c'est possible grâce à vous, les Français, grâce au Téléthon. Grâce au Téléthon, tout à fait. Parce que c'est grâce au Téléthon qu'on a élaboré la carte du génome et qu'on peut procéder à cet examen-là. Oui, tout à fait. Ah oui, c'est la génétique, là, on est en plein dedans. Et ah non, c'est génial. Déjà, moi, je ne savais pas que c'était possible. C'est la généticienne qui m'a appris ça. Donc, une solution a été trouvée. Et donc, on a fait une tentative en décembre 2010. Décembre 2010, qui a échoué. Parce que c'est comme les FIV, il y a un risque que ça ne prenne pas. Sauf qu'avant la tentative, en fait, c'est très long. Une tentative, le temps de mettre en place le protocole, c'est extrêmement long. Et Constance est tombée enceinte naturellement. Donc, alors, on a appelé, aussitôt, on a appelé l'hôpital, parce que ça s'est fait à Clamart, à Paris. On a appelé pour annuler la FIV, pour dire, bon, c'est bon, elle est enceinte. Et on a annulé, et 2 semaines après, elle a fait une fausse couche. Mais donc, vous étiez prêt à prendre le risque d'une grossesse sans que vous sachiez si le bébé... Oui, puis on n'a pas eu trop le temps, parce que 2 semaines après, elle a fait une fausse couche. Alors là, par contre, on s'est dit, on annulait tout, est-ce qu'il faut tout recommencer? Donc j'ai rappelé aussitôt au Clamart, et ils m'ont dit, bon, on ne vous l'a pas dit, mais on garde toujours un peu sous le coude le dossier, parce qu'on sait qu'il y a des risques de fausse couche. Donc ça nous a gardé quelques... Voilà, ça nous a remonté le moral et on a embrayé sur la FIV. Donc ça n'a pas marché. Il y a eu une deuxième FIV quelques mois plus tard qui n'a pas marché. Et donc ça a été très dur. Parce que c'est des échecs quand même. Et donc on a réfléchi, enfin on ne savait pas quoi faire et on a décidé de laisser tomber. Puis au bout de quelques mois, il y a eu un changement. Il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire? Constance est tombée enceinte. Naturellement. Par contre, souci, comme c'était naturel, il y avait une chance sur 2. Et là, on en avait discuté longuement, même si c'était très dur. De toute façon, la FIV elle-même, on savait que c'était dur. Et malheureusement, on s'est dit, bon, voilà, s'il y a un problème, on arrête. On arrête la grossesse. On fait une IMG. Ouais, c'est dur tout ça. Hein. C'est très dur. Les 3 premiers mois, c'était le cauchemar. Enfin, le cauchemar, puisqu'on est content de la grossesse. Mais... Donc, alors, heureusement, vous avez été rassurée. Oui. Vous avez pu vivre cette grossesse à terme. Et vous avez finalement accouché d'une petite fille. Qui s'appelle comment? Elena. J'imagine votre joie le jour des résultats, quand on a fait les premiers examens. En plus, c'est
Si vous voulez, la généticienne avait dit quand j'aurai les résultats des examens, je vous appelle pour vous donner un rendez-vous. Je ne veux pas vous le dire vraiment, je vais vous le dire en tête à tête. Donc moi j'étais en cours parce que je donne des cours et je vois que j'ai un message sur le répondeur. Je décroche et j'entends, oui, docteur un tel, j'ai les résultats de la biopsie. Donc en un quart de seconde, je me dis, bon allez, elle va me donner le rendez-vous. Et elle me dit, tout va bien. Je m'y attendais pas du tout et elle me dit, tout va bien. Le bébé va bien. Donc j'ai raccroché, j'ai dit au dernier cours, ouais, ça t'embête si je rentre chez moi parce que je voulais pas appeler Constance, je voulais lui dire de vive voix. Je suis rentré et je me suis dit comment je pourrais faire pour qu'elle ait le même sentiment que moi. Et du coup, j'ai dit j'ai un message du médecin, j'ai pas compris. Comme ça, elle a écouté le message et puis j'ai vu à sa tête. Ah non, c'était génial. Vous l'avez rappelé, le médecin? Non. Non, par contre, on a écouté 5-6 fois le message pour être sûr, est-ce qu'on a vraiment bien compris. Et on s'était pas trompé. Et du coup, comme c'était au bout de 3 mois, la semaine d'après, on savait que c'était une petite fille. Ça a été super rapide après. Alors, on voit une petite princesse qui va venir nous rejoindre. Est-ce que vous avez le projet d'agrandir la famille? Ça a failli se faire. Comment? Ça a failli se faire. Ah bon? Naturellement? Ouais. Et... Bon, maintenant, vous allez faire que naturellement. Et le souci, c'est qu'il y a la fameuse chance sur 2, et là, c'était pas bon. Ah. Du coup, on a arrêté. Ouais, ça, c'est douloureux, mais vous allez recommencer. Bon, voilà, on a rebondi. Il n'y aura pas eu Léna. Ça aurait été la première grossesse, ça aurait été super dur. Là, bon, c'est dur, ça, enfin, surtout pour la maman, évidemment, c'est... Et en plus, moi, je m'en veux. Enfin, du fait que ça soit ma décision, mais... Elle va venir nous rejoindre quand même, cette petite fille qui a envie de voir sa maman. Pourquoi vous avez accepté de revenir aujourd'hui sur notre plateau? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient des nouvelles, justement, qu'on croisait dans la rue et qui disaient alors, vous en êtes où? Et puis, du coup, on s'est dit, allez, on va montrer qu'on a la plus belle pitchoune au monde. Et puis, dire que voilà, une vie encore de plus en plus normale, une belle vie, une belle fille, une belle femme, c'est super. Oh, elle est mignonne. Tu vas papoter. Oh là là. Elle est trop chou. On va revenir à présent sur l'histoire de Brigitte. J'avais le plaisir de vous recevoir le 1er mars 2011 dans une émission intitulée « La retraite sonnera-t-elle la fin de leur couple ?» À l'époque, vous veniez à peine d'arrêter de travailler et vous appréhendiez de vous retrouver 24 heures sur 24 avec votre mari. Alors, avez-vous finalement réussi à gérer cette nouvelle étape de votre vie? La réponse tout de suite en images. Je suis très indépendante, quoi. J'ai vécu ma vie toute seule dans mon coin, quoi. Très attachée à sa liberté et tout juste à la retraite, Brigitte craignait de ne pas supporter son nouveau quotidien avec son mari. On est tout jeune dans la retraite. Oui, depuis combien de temps? 1 mois. Ah oui, alors c'est vraiment très très jeune. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 35 ans de mariage, presque 36. Mon Dieu, vous êtes mariés en quelle année? 75. Vous avez peur de quoi exactement? D'apprendre à vivre ensemble, voilà, de se dire... Mais pourquoi? Parce que ça fait 36 ans que vous vivez ensemble quand même. Non, ça fait 36 ans qu'on ne se voit que le soir. Alors être ensemble à longueur de journée, Brigitte l'appréhendait. Surtout qu'après seulement 1 mois de retraite, Georges, son mari, avait déjà pris ses petites habitudes. Jusqu'à présent, j'ai fonctionné toute seule, sans problème, sans souci, en gérant ma petite vie. Là, comme il me dit, il ne faut pas que tu oublies de me dire quand tu vas partir en balade, quoi. Ah oui, donc il est quand même un petit peu... Il faut rendre des comptes. Alors lui, il ne voit pas ça comme des comptes. Il voit ça comment? Lui, il dit, mais il faut quand même que je sache où t'es. Ouais. Mon second prénom, c'était où? Mais il y en a beaucoup qui portent ce prénom-là. Hein. Georges, de son côté, n'était pas aussi angoissé. Moi, je me pose moins de questions. Je suis plus confiant parce qu'on a traversé, disons, énormément d'années ensemble et je suis positif sur la suite. La preuve d'amour, c'est réussir à faire des choses en commun. Deux ans plus tard, c'est un couple uni que nous retrouvons. Coucou, petit déjeuner. Oh,
ça a du bon, la retraite. Pas belle la vie? Oh, ça c'est du ça. Alors, c'est une vie qu'elle est belle, hein. T'as bien dormi? Très bien. Oui. Moi aussi. T'as levé de bonne heure, toi, quand même, hein. T'as pas encore pris le rythme, hein? Non, non, mais c'est pour préparer le petit déjeuner. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Depuis quelques mois, Georges et Brigitte ont acquis un nouveau chez eux, à seulement 800 mètres de leur maison actuelle. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, comme on a commencé le crépi, on va continuer, hein, parce que de toute façon, on en est aux finitions maintenant. Alors, allez, on prend va ça. y aller. Allons-y. Avant d'emménager, les deux retraités passent leur journée à bricoler ensemble. T'as une spatule pour moi? Ouais, voilà, c'est bon? On va se partager le travail parce qu'on va se gêner sinon. Moi, je vais faire ça, là, ce côté-là. Ouais. Là, on arrive un peu aux finitions, ça commence à prendre forme, hein, on est un peu... On voit la tâche finale. C'est sympa de faire ça ensemble, tu vois. Ça fait partie des tâches qu'on peut faire ensemble. T'aurais pas pu faire ça toute seule, de toute façon. Mais on n'aurait pas pu faire ça tout seul, ni l'un ni l'autre. Il y a un qui est la tête et l'autre qui est les jambes, mon chéri. Bon, cette maison, c'est vrai que c'est quand même le symbole de quelque chose, hein. C'est le symbole de notre union, c'est le symbole de la retraite. C'est un peu un nid que l'on fait, là. C'est notre dernier nid, je dirais. Hein, parce qu'il y a des chances que ça soit le dernier. Si être ensemble à longueur de temps les a rapprochés, Georges et Brigitte gardent néanmoins le besoin de prendre l'air de temps en temps. Bon, bah moi, il faut que j'y aille, je vais te laisser. Hein, continuer tout seul. Je termine encore un peu, et puis je te retrouve à la maison. Allez, à tout à l'heure. Pendant que Georges continue de travailler sur le chantier, Brigitte, elle, a ses propres activités. Là, je vais travailler. J'aide une personne âgée le soir. C'est très important pour moi de travailler. J'avais besoin de retrouver une autonomie. Je crois que j'ai trouvé mon équilibre. Ça nous permet aussi de nous retrouver. Et puis de faire des petites ruptures, c'est toujours très bon pour le couple. Une séparation quotidienne permet de moins nous chamailler parce qu'on est moins 24 heures sur 24 ensemble, tout simplement. J'ai l'impression de m'évader du quotidien, de vivre autre chose, de connaître autre chose. Georges et Brigitte ont réussi à trouver leur équilibre et leur relation suscite aujourd'hui l'admiration de leur famille. Alors les minettes, ça va ? Virginie, leur belle-fille, ainsi que Manon et Salomé, leur petite fille, sont fiers de leur complicité. Allez, on s'assoit ? Bon, vous avez l'air d'être épanouis tous les deux. C'est le fait d'être de 24 heures sur 24 à la retraite ensemble? Enfin, pas 24-24, hein. Presque. Presque, oui. Presque. On prend un peu d'air à l'extérieur. On le fait à notre rythme. Voilà. Plus tard, j'aimerais bien être pareil avec votre fils, d'être aussi épanoui et de vous ressembler. Exactement. Voilà. En fait, vous êtes un modèle pour nous, oui. À vrai dire, j'ai l'impression qu'on s'aime plus, mais différemment. On ne s'aime pas de la même manière quand on a 20 ans ou 30 ans que quand on en a 60. Et c'est quoi votre secret pour être si heureux? Bah, tu sais, avec mamie, on se connaît depuis longtemps. On a toujours été amoureux. Donc je dirais qu'on s'aimait, on s'aime et on s'aimera encore. Alors déjà, il y a un changement physique spectaculaire. On ne vous reconnaît pas. Ah bah, vous avez gagné 15 ans. Ah! Ouf, prochaine fois, 15 de moins. Qu'est-ce que vous dites en regardant cette photo? Oui, c'est vrai que j'ai changé aussi beaucoup de choses. Physiquement, j'en ai eu besoin, quoi. Ouais. J'ai eu besoin de ne pas me sentir m'éteindre. Ce que je ne voulais surtout pas. C'est pas l'impression que vous avez, en tout cas. Ah non, pas du tout. Puisqu'apparemment, vous avez réussi à trouver votre équilibre avec votre mari. De quoi avez-vous pris conscience en venant sur notre plateau il y a 2 ans? J'avais pris conscience qu'il y avait des couples qui étaient là et pour qui ça se passait bien. Et que c'était certainement faisable. On n'analysait pas très bien s'ils avaient réussi, de quelle manière ils avaient réussi, mais je me disais, ils ont réussi, il va falloir que j'y arrive, quoi. Comment les choses ont-elles évolué pour vous dans les mois qui ont suivi? Alors, on a eu une première difficulté dans la première année. Georges a eu des problèmes de santé importants, problèmes cardiaques. Donc, il a fallu réviser nos projets déjà. Au départ,
On avait envisagé certaines choses qui n'étaient plus réalisables, donc il a fallu revoir tout ça sans tomber dans un certain pessimisme, en se tenant bien les coudes pour dire bon, ça fait rien, ça c'est pas possible, mais on va faire autre chose, c'est pas grave. Donc nous avions. À quoi vous avez dû renoncer, par exemple? Eh bien, nous avions des chevaux, nous devions faire le Gers, la Bretagne en attelage, ça n'est plus possible. Donc nous avons vendu les chevaux, la propriété est beaucoup trop grande. Donc on a vendu la propriété et on s'est attelé à d'autres choses possibles et réalisables pour tous les deux, quoi. Bon, et les travaux, apparemment, c'est possible? Ah, les travaux, c'est possible, ça c'est... Comment ça se passe au quotidien? Comment vous vous entendez tous les deux? Eh bien, on s'entend bien, mais bon, c'est vrai qu'il a fallu l'un et l'autre arrondir les angles, quoi, hein, parce que on a... Chacun trouve sa place. Oui, on a chacun, l'un et l'autre, un sacré caractère, quoi. Mais ceci étant, voilà, depuis le temps qu'on se connaît, on a réussi à se dire que c'était un peu un défi, mais qu'on allait le gagner, quoi. Est-ce que vous diriez que vous êtes différente de celle que vous étiez dans la vie active? Ah, ça c'est sûr, je suis différente. Justement parce qu'il a fallu modifier son attitude. En fait, on a 38 ans de vie, 2 heures le soir, quoi. Et ça, il a fallu effectivement, en étant presque 24 heures sur 24 ensemble, modifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on gomme? Qu'est-ce qu'on rajoute? On rajoute de la patience. On essaye effectivement de supporter le fait que celui qui est avec vous vous dise bon, tu vas où, t'es où, tu fais quoi, voilà, toutes ces petites choses auxquelles j'étais absolument pas habituée et auxquelles il faut que je m'habitue, quoi. Mais bon, ceci étant, lui aussi c'est pareil, c'est un homme hyper maniaque, donc il a compris qu'il fallait aussi qu'il arrondisse les choses. Avec du recul, quel message avez-vous envie de faire passer aujourd'hui? Le message que cette retraite, elle est possible, effectivement, elle est réalisable avec beaucoup de bonheur. Il faut effectivement se la construire jour à jour et se dire que c'est une envie, c'est l'envie de réussir quelque chose. Et c'est un peu le défi qu'on s'était donné, quoi. Alors, Georges n'a malheureusement pas pu être présent sur notre plateau. Est-ce que vous souhaitez profiter de notre émission pour lui adresser un message à lui? Oui, je vais lui adresser un message. Je vais lui dire qu'avec tout ce qu'on a fait, on a fabriqué des tonnes de livres avec chaque jour une page qu'on a tournée et qu'on va construire, on va continuer à construire nos livres et que les pages vont tourner aussi facilement qu'elles ont été faites jusqu'à présent. Bon, en attendant, je vais vous demander de remplir la page du livre de l'Histoire continue en espérant que vos témoignages feront réfléchir et feront avancer ceux qui nous regardent. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité. À très vite pour d'autres témoignages. Je vous fais passer donc le livre. C'est vous qui allez commencer. Voilà. Merci d'être venu nous voir à nouveau sur notre plateau et bon après-midi sur France 2. One night a magic rush, the stars simple touch, took my tuition sweet, and then relief, 10 days of perfections, the colors red and blue, we had a promise made, we were in. Je suis née dans une caravane et je vis toujours dans ma caravane, je suis toujours dedans. Ils ont un mode de vie hors du commun. On ne veut pas une vraie maison proprement dite. On a besoin surtout que la famille se retrouve. Je suis entré dans la maison, j'ai dit c'est un caveau. J'ai refermé la porte, j'ai rendu les clés. Ils vivent sur les routes en communauté. Des fois on est une centaine. On ne sait pas pourquoi, on est appelé l'appel du grand large, on va dire. Parfois, ils ont bien conscience qu'ils dérangent. Dans la vie de tous les jours, c'est pas si facile. Sale gitane, c'était toujours des insultes comme ça. Je ne pense pas qu'un sédentaire puisse vivre la discrimination auquel on est confronté sans arrêt. Ce serait très difficile pour eux. Mais qui sont vraiment les gens du voyage? Des choses magnifiques dans cette culture. Et quelles sont vos valeurs fondamentales? Ne te moque jamais des riches. Ça pourrait arriver. Leur univers bien à eux, ils nous le feront découvrir demain dans Toute une histoire.